J'ai notre présentation. Alors, je vais faire en sorte de vous la mettre le plus en grand possible. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Très bien. Ok. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir lors du tour de table, nous avons Marion Baudin, qui est responsable développement régional et incubateur de l'Admical, qui est notre expert et notre partenaire dans le cadre de ce premier webinaire pour accompagner les entreprises pour rendre le mécénat encore plus accessible. Laetitia Langearp, responsable communication de Cedreo, qui est une PME locale implantée à Saint-Herblain, qui fait du mécénat depuis un certain nombre d'années et qui va nous partager son expérience, aussi bien mécénat financier que compétences. Et moi, dans le cadre de la Fondation territoriale, dont je représente, je suis la déléguée générale. Pour vous présenter la Fondation territoriale en quelques mots, c'est aujourd'hui un outil qui a été créé cet été après un an de préfiguration, une trentaine d'acteurs qui se sont mobilisés autour de la table. Et aujourd'hui, on a 3 missions. La première, c'est d'être un centre de ressources pour accompagner les entreprises locales et les associations locales à faciliter leurs échanges et à faciliter le développement du mécénat avec des outils concrets, clés en main et gratuits pour les accompagner. On a du soutien en mécénat, qu'il soit financier, de compétences ou en nature, avec des appels à initiatives, où on en a le premier qui a été lancé dernièrement et les premiers lauréats ont été annoncés pour Noël. Et on est aussi un espace de coopération pour permettre justement à toutes ces parties prenantes qui vont être à la fois des entreprises, des réseaux d'associations, des collectivités, des syndicats et des fondations ou fonds de dotation de pouvoir travailler ensemble, jouer collectif pour pouvoir répondre à notre enjeu qui est de décupler le mécénat sur le territoire, parce que je ne l'ai pas dit, mais on est quand même sur un terreau très fertile dans notre région, puisque les Pays de la Loire, c'est la première région de France en termes d'engagement de mécénat. Et les coopératives et les coopérations sont très très nombreuses, mais l'idée c'était vraiment d'agir pour désiloter, créer encore plus de synergie pour que les choses soient plus simples. Donc la première partie, c'est aussi de valoriser les acteurs qui existent, et c'est de cette manière qu'on s'y prend avec notamment ce webinaire aujourd'hui. Vous avez les logos présentés de nos 10 fondateurs, et notamment la CAPEB 44 qui est représentée aujourd'hui. Donc sans plus attendre, je vais laisser la main à Marion qui va nous parler de l'Admical et nous présenter un petit peu le mécénat. Bonjour, rebonjour à toutes. Oui, Admical, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un laboratoire et un réseau d'acteurs du mécénat qui œuvrent depuis plus de 40 ans au déploiement du mécénat en France. Donc évidemment, quand Fanny m'a proposé d'intervenir, j'ai répondu positivement, puisque c'est aussi notre rôle de venir et de sensibiliser un maximum d'entreprises et de porteurs de projets de toute taille sur tous les territoires pour développer le mécénat au maximum en France. Donc, on a 200 membres dans notre réseau, à peu près une centaine d'entreprises et une centaine de porteurs de projets. Et on a 4 grands piliers qui sont affichés à l'écran, qui sont de connecter nos membres, que ce soit connecter les mécènes entre eux, connecter les porteurs de projets entre eux, et connecter aussi mécènes et porteurs de projets pour qu'il y ait évidemment des matchs qui se fassent au sein de notre réseau. Le deuxième pilier, c'est d'accompagner au maximum nos membres, mais aussi tous les acteurs du mécénat. Donc, on est un institut de formation. Il y a tout un tas de formations que vous pouvez suivre en ligne, notamment. Il y a beaucoup de formations numériques. Donc là, je vous en parlerai plus si ça vous intéresse, mais oui, il y a tout un tas de formations que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et puis, on a aussi pour mission d'accompagner à travers des webinaires comme celui-ci qu'on peut faire, mais on fait aussi des webinaires thématiques, de l'échange de bonnes pratiques entre membres, etc. Donc finalement, on est un mini fondation territoriale Loire-Atlantique, mais nous, on est à l'échelle nationale. Troisième pilier, c'est plaider et promouvoir, puisque donc on a un rôle de plaidoyer, de représentation du secteur à l'échelle nationale auprès des acteurs publics. Notamment, là, on a sorti récemment une charte de déontologie qui repose les grandes bases de ce que doit être un partenariat de mécénat éthique entre porteurs de projets et mécènes, pour pas qu'il y ait de dérives. Et notre quatrième pilier, c'est d'explorer, donc d'aller à la rencontre de ce que sera le mécénat de demain grâce à nos membres, à travers des groupes de travail et tout un tas d'événements qu'on organise pour imaginer et développer le mécénat de demain.
Voilà rapidement qui est Admical. Et puis maintenant, je vais rapidement vous parler de peut-être clarifier un peu les bases de qu'est-ce que c'est le mécénat pour que tout le monde ait un peu le même niveau d'information. Alors, on parle souvent de mécénat et de sponsoring. Alors, le sponsoring, on parle aussi de parrainage. Et alors, on se demande toujours un peu, mais quelle est la frontière entre le mécénat et le parrainage? C'est tout à fait possible pour une entreprise de faire les deux, c'est juste pas la même chose. Le mécénat, c'est vraiment un don d'une entreprise à une structure d'intérêt général, mais qu'elle doit faire de façon désintéressée dans la majorité des cas. On le verra après, il peut y avoir des contreparties, mais l'idée, c'est vraiment de soutenir une cause qui nous tient à cœur et donc de faire un don. On le verra, elle peut prendre plusieurs formes, mais donc on est vraiment dans un contrat non commercial. Alors que dans le sponsoring, on assume d'être dans une démarche commerciale. C'est vraiment un soutien qui va être apporté à une manifestation, une personne, un produit, dans le but d'en retirer un bénéfice direct. Alors que dans le cas du mécénat, le mécène n'est pas censé en retenir un bénéfice direct. Il peut avoir des contreparties, on le verra, notamment en termes d'image, en termes évidemment de fierté, de motivation des collaborateurs, mais pas directement sur son business. Voilà un peu la base sur la différence entre mécénat et sponsoring. Est-ce que là déjà, on est sur, une compréhension, c'est clair pour tout le monde? C'est des choses que vous aviez déjà, comprises, étudiées? Oui. Super, Oui. j'ai vu un pouce. Donc évidemment, il existe plusieurs formes de mécénat. Le plus connu et le plus répandu, c'est le mécénat financier, c'est quand on donne de l'argent à une structure d'intérêt général. Mais il y a aussi le mécénat en nature et le mécénat de compétences. Le mécénat en nature, c'est vraiment quand on va donner du matériel ou des moyens à une structure d'intérêt général. On peut donner du matériel informatique, on peut même prêter aussi des locaux. Ça arrive que des entreprises reçoivent, par exemple, tous les mois des acteurs et leur permettent de répéter, par exemple, une chorale ou des choses comme ça. Ça, c'est du mécénat en nature, finalement, où on ne fait pas payer les gens pour privatiser un espace. Et puis, il y a du mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, c'est quand une entreprise va permettre à ses collaborateurs, sur leur temps de travail, d'aller donner un coup de pouce à une structure d'intérêt général. Voilà. Mais peut-être que Laetitia nous en parlera encore plus. Et donc, ça peut prendre tout plein de formes. On le voit, il y a l'arrondi sur salaire. Donc, ça, c'est quand on va arrondir à l'euro supérieur son salaire pour finalement faire un don. Enfin, en tout cas, on permet aux salariés de faire ça. L'arrondi sur facture, c'est le même principe. Le mécénat de compétences, il peut prendre tout type de forme. Ça peut être longue durée, courte durée. Ça peut être un jour de temps en temps. Ça peut être 6 mois d'un coup. Ça peut être sur la fin de carrière pour aider la transition d'une personne qui va partir à la retraite et faciliter finalement sa fin de vie professionnelle et la transition vers une vie associative. Voilà, donc il y a tout plein de formes que peut prendre le mécénat. L'idée, en fait, c'est vraiment de réussir à voir de quoi a besoin votre partenaire et de réussir à se dire où je suis le plus utile pour mon partenaire et de quoi il a besoin et qu'est-ce que je peux lui rendre comme service, en fait. Alors, sur la slide suivante, on parle de pourquoi. Alors, à quoi ça sert de devenir mécène? Évidemment, c'est une question qu'on peut se poser, surtout quand on est une petite entreprise et qui n'a pas énormément de moyens. Mais à toute taille, alors évidemment, un des messages importants, c'est de se dire, il n'y a pas de taille pour devenir mécène, hein. Évidemment, on parle du mécénat des grandes entreprises, mais en fait, la plupart des entreprises, ce sont des petites et moyennes entreprises. On en parlera tout à l'heure. Et donc, il y a tout un tas de raisons. Il y a autant de raisons qu'il y a de mécènes, hein. Il y en a certains qui vont dire qu'eux, ils sont devenus mécènes parce que c'était important pour eux d'exprimer, d'incarner les valeurs de leur entreprise. C'est vraiment une manière très concrète de dire, regardez, je suis une entreprise responsable et j'ai envie d'agir pour mon territoire. Regardez concrètement, je soutiens telle association. Donc, c'est vraiment une façon de concrétiser un engagement et des valeurs. C'est aussi une façon de parfois valoriser l'image et la réputation de son entreprise. Ça peut être une façon très concrète, en effet, de montrer qu'on est une entreprise éthique et engagée et de valoriser son image. Alors évidemment, attention au greenwashing, hein. L'idée, c'est pas de se dire je fais du mécénat pour compenser une action négative. En fait, c'est vraiment de se dire en fait, oui, je me sens une entreprise responsable et j'ai envie de l'afficher aussi pour donner envie à d'autres entreprises de faire comme moi et pour être un peu exemplaire dans ma démarche.
Renforcer son ancrage territorial. En effet, on a beaucoup d'entreprises qui nous disent que c'est super important pour elles d'être sur leur territoire parce que ça leur permet de rencontrer les partenaires de leur territoire, de rencontrer aussi d'autres entreprises du territoire. Donc, c'est toujours très intéressant, même pour des grandes entreprises nationales qui ont des filiales locales, de faire du mécénat au niveau local parce que ça permet vraiment de bien connaître son territoire. Il y a évidemment une dimension RH. Il y en a beaucoup qui nous parlent du fait que c'est important de fédérer, de fidéliser les collaborateurs. Aujourd'hui, c'est sûr qu'un salarié, il ne vient plus chercher juste un salaire dans son entreprise. Il vient aussi chercher voilà, des valeurs, de l'engagement. Et à travers le mécénat de compétences, c'est vraiment une façon très concrète de lui dire, regarde, si tu viens chez nous, tu pourras aussi t'engager pour une cause qui te tient à cœur. À travers différents moyens qu'on met à ta disposition. Donc, c'est aussi une façon de recruter des nouveaux talents. Beaucoup de jeunes demandent ça maintenant aussi dans leurs entreprises, une façon voilà, de se dire comment je vais pouvoir être utile au-delà de mon travail pour des causes d'intérêt général. Et puis voilà, c'est aussi une façon de développer des nouvelles relations avec ses partenaires. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises qui me disaient, c'est chouette de se rencontrer aussi entre entreprises et de pas toujours parler de business. On peut parler aussi d'autres choses, d'intérêt général, de culture, de sport, de santé. Et c'est une autre façon finalement de nouer des liens avec ses partenaires. Ça peut être super intéressant. Et puis, donc, éventuellement, il ne faut pas le faire pour ça, mais il faut le savoir, ça existe. Quand on devient mécène, on peut bénéficier de contrepartie. C'est-à-dire que c'est une tolérance juridique. On peut avoir jusqu'à 25% en contrepartie du montant de son don. Donc, si on est dans le cadre d'un soutien à une structure culturelle, peut-être que la structure culturelle peut vous offrir des billets, des tickets d'entrée. Pareil pour un acteur du sport. Donc, ça peut être aussi intéressant pour certaines entreprises de se dire, c'est chouette parce que je peux aussi ensuite offrir ces billets à mes collaborateurs, à des clients, etc. Et évidemment, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que il y a tous ces avantages à se lancer dans le mécénat. Et en plus, en fait, ça coûte pas très cher puisqu'il y a un coup de pouce de l'État qui aide fortement puisque le mécénat ouvre droit à une réduction d'impôt à hauteur de 60% du montant de son don. Dans la limite, il y a une limite quand même de 0,5% du chiffre d'affaires ou de 20 000 euros. Donc, concrètement, si vous souhaitez faire un don de 1 000 euros, ça va vous coûter que 400 euros puisqu'il y a 60% du don que vous allez récupérer à la fin de l'année sur votre impôt. Voilà un petit peu paysage sur pourquoi devenir mécène. Qui peut-on soutenir? Ça, c'est vrai que c'est pas toujours clair, hein, justement, on hésite toujours. Alors la base, c'est qu'une entreprise ne peut pas soutenir une autre entreprise. Il faut que ce soit un acteur d'intérêt général non lucratif. Ça ne veut pas dire que les structures que vous soutenez doivent être complètement non lucratives. Elles peuvent avoir quelques activités lucratives, mais elles doivent être accessoires, c'est-à-dire inférieures à 30% du chiffre d'affaires, enfin du budget global de la structure. Donc voilà, vous pouvez soutenir une structure qui a un petit peu de billetterie, un petit peu de formation, mais il faut que, au global, la grande majorité de ces activités soient non lucratives. Il faut aussi avoir une gestion désintéressée, c'est-à-dire que la structure que vous allez soutenir ne doit pas agir pour des intérêts particuliers, de la rémunération des actionnaires. Il ne faut pas qu'il y ait de rémunération du conseil d'administration. Donc voilà, il faut avoir une gestion plutôt désintéressée et ne pas agir pour un cercle restreint de personnes. Alors ça, c'est un critère qui est assez difficile à percevoir et parfois l'administration fiscale est un peu tatillonne. Mais l'idée globale qu'il faut retenir, c'est que la cause du partenaire que vous allez soutenir, elle doit être plutôt universelle. Elle doit pouvoir concerner monsieur tout le monde. Vous ne pouvez pas aller soutenir juste l'association pour le soutien de monsieur et madame Michu qui habitent à Nantes parce qu'en fait, on ne peut pas soutenir un individu directement. Il faut soutenir une cause. Par contre, si voilà, on ne peut pas soutenir une association qui s'est créée pour soutenir une famille, par exemple. Il faut pouvoir soutenir une association qui agit pour une cause plus globale et plus universelle. Voilà, juste quelques chiffres et après je m'arrête là parce que ça fait déjà un moment que je parle. Il faut savoir qu'il y a à peu près 9% d'entreprises en France. C'est pas tant que ça, hein, il y a quand même un gros potentiel de développement. 9% d'entreprises mécènes, c'est encore
Il y en a encore beaucoup à les convertir, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a, en fait, la grande majorité, ce sont des TPE et des PME. En fait, c'est assez normal puisque l'immense majorité des entreprises en France, ce sont des petites entreprises. Donc bon, il faut savoir que toutes les grandes entreprises, elles font déjà du mécénat, elles ont leur fondation, enfin la plupart. Et après, les ETI, il y en a à peu près 50%. Les ETI, c'est entreprises de taille intermédiaire, il y en a à peu près 50% qui font du mécénat. Pour les PME, c'est plutôt 25%. Et pour les TPE, les toutes petites, c'est plutôt 3-4%. Mais les dons médians, alors ça, c'est vraiment des dons médians annuels, hein, pour vous donner une idée de ce que donnent les entreprises en France. Une TPE, elle va avoir tendance à donner 800 000 euros annuellement. Une PME, ça peut être 4 000, mais ça peut être, voilà, ça se compte en quelques milliers d'euros. Une ETI, c'est plutôt aux alentours de plusieurs milliers d'euros, 42 000 euros environ. Et une grande entreprise, ça monte très haut. Ça peut monter jusqu'à plusieurs millions, mais la médiane est à 850 000 euros. Donc, vous voyez, évidemment, ça ne veut pas dire qu'une PME ne va jamais donner 15 000 euros. Il y a des belles PME qui peuvent se permettre d'avoir ce genre de dons-là, mais c'était pour vous donner une idée du montant des dons. Évidemment, chacun donne en fonction de ses moyens et c'est OK. Il n'y a pas de petits dons, en fait. Même une entreprise qui va donner 500 000 euros, c'est déjà très bien et ça peut déjà être un vrai coup de pouce pour une association locale. Donc, ne pas se censurer quand on est une entreprise, évidemment. Juste déjà faire le premier pas, c'est déjà très bien et peu importe le montant du don. Et donc, comme le disait Fanny, la région Pays de la Loire, elle est clairement en tête des régions qui comptent le plus parmi les entreprises mécènes. Donc ça, c'est super chouette pour vous. Vous êtes vraiment une région pionnière. Il y a 8,9% des entreprises de Pays de la Loire qui font du mécénat, en tout cas qui le déclarent auprès de Bercy. Donc, on peut même penser que ça serait au-delà de ces 8,9%. Je vous donne quelques chiffres un peu en priorité parce que notre baromètre, on fait un baromètre tous les 2 ans et donc il va sortir là le 24 novembre. Si vous voulez vous connecter, je vous redonnerai le lien. Si vous voulez avoir en primeur tous les grands chiffres du mécénat, c'est le 24 novembre. Mais donc là, pour vous dire, le nombre d'entreprises mécènes, il a diminué légèrement en Pays de la Loire en 2020. Alors évidemment, on peut penser que c'est à cause du Covid, mais par contre, le montant total des dons, il a augmenté. Donc c'est plutôt il y a eu moins d'entreprises, mais elles ont donné plus. Donc elles se sont mieux mobilisées, elles ont été plus généreuses. Et le don moyen en Pays de la Loire, il est plutôt à 8 000 euros. Donc c'est une belle moyenne. Voilà les quelques informations que je voulais vous donner. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et évidemment, on peut échanger, mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y en a besoin, mais peut-être qu'on va passer directement au témoignage de Laetitia. Est-ce qu'à ce stade, peut-être, vous avez des questions? Là, vous avez parlé beaucoup de mécénat financier, de dons financiers, mais du coup, le mécénat de compétences, il se valorise aussi en monnaie, Oui, c'est tout ça? à fait, parce qu'il faut pouvoir donner un équivalent. Donc, pour donner un équivalent, il faut prendre le prorata du temps passé. Donc, le salarié qui a été envoyé en mission chez une association, vous prenez son temps de travail, combien de temps il a passé et son salaire chargé, son salaire brut chargé. Et donc, c'est ça qui vous donne la valorisation monétaire. Finalement, vous faites le prorata du salaire brut chargé du salarié. D'accord. Donc, que ce soit le mécénat de compétences ou le mécénat en nature, à chaque fois, c'est Mm. revalorisé Ouais. financièrement et du Oui, coup, oui. on est dans le même cadre que le mécénat financier avec la déduction fiscale. D'accord. Anne, oui, tu as une question? Oui, juste, j'ai entendu que notre région était plutôt pionnière et en tout cas avancée. Toutefois, vous avez dit que 8,9% des entreprises des Pays de la Loire étaient engagées dans le mécénat, tandis qu'au niveau national, on est à 9. Vous avez Alors, raison, c'est un petit hiatus qu'il y a dans notre baromètre parce que donc les 9%, ils correspondent aux chiffres que nous a donné Bercy et que nous, on a réestimé avec aussi les entreprises qui ne défiscalisent pas auprès de Bercy. Parce qu'en fait, c'est vrai que les entreprises qui seulement défiscalisent, ça donne un petit nombre. Et ensuite, nous, on sait qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui font des dons mais qui ne défiscalisent pas. Donc, ce nouveau calcul, on l'a fait seulement au niveau national, mais on n'a pas pu le faire à l'échelle de toutes les régions. Donc, le chiffre qu'on donne au niveau régional, c'est seulement les entreprises qui ont déclaré leurs dons auprès de Bercy. Et donc, c'est pour ça, c'est normal que le chiffre
des Pays de la Loire soit plus petit, mais en fait, significativement, si on avait fait ce même calcul de se dire, bon, bah, il y en a 8,9 qui ont déclaré leurs dons, et on sait qu'il y en a X qui, mais on n'a pas ce chiffre-là sur les Pays de la Loire, on ne sait pas combien défiscalisent et combien ne défiscalisent pas. Donc voilà, mais donc sachez que c'est quand même un très beau chiffre pour les Pays de la Loire. Merci. Une autre question? Oui, j'avais une question. Vous venez de dire tout de suite la valorisation du mécénat de compétences pour les salariés. Est-ce que c'est la même chose pour les chefs d'entreprise? Si c'est le chef d'entreprise qui donne du temps? Oui, Ok, pareil, exactement pareil. merci. Et du ça coup, se fait aussi, pardon. Est-ce que ma question, c'est ça, parce que je prends par rapport à nous, notre expérience. Donc, effectivement, les dons financiers, pour certains, sont défiscalisés, mais pas tous. Ça dépend aussi des associations qu'on soutient. Et nous, ce qui concerne notre mécénat de compétences, on ne déclare absolument rien. Par exemple, on n'est pas du tout compté, je pense, dans ces pourcentages. Et oui, j'imagine que le gap, il peut être assez important entre les chiffres de Bercy et la réalité, ouais. Exactement, parce que c'est vrai que les mécènes ont plutôt tendance à défiscaliser, et encore pas toujours, plutôt leur mécénat financier. Mais pour ce qui est du mécénat de compétences, autant les grandes entreprises ont le réflexe et elles connaissent bien, il y a les experts comptables qui les aident, autant les PME, elles n'ont pas du tout le réflexe de défiscaliser le mécénat de compétences. Et c'est un petit peu la même chose pour le mécénat en nature. Oui, au sein de la Fondation territoriale, on va justement avoir des objectifs sur le mécénat de compétences qui sont assez importants pour aider en fait ceux qui font déjà à valoriser ce qu'ils font et à faciliter cette valorisation. Donc, on aura par exemple des modèles de convention de mécénat de compétences en outils qui seront mis à disposition et puis de l'accompagnement pour ça. Et ce que je voulais juste rajouter, c'est que mécénat de compétences, on ne le dit pas aussi, mais ça se fait aussi beaucoup en prestations en nature. Je prends l'exemple d'une agence de communication, et Dieu sait si les besoins sont forts au niveau des associations. Elle peut faire une prestation. Et cette prestation, finalement, il y a un devis qui est initié. Et ce montant-là, en fait, sert de base de référence. Donc, la prestation est faite à titre gracieux et elle est revalorisée financièrement par rapport au montant de la prestation qui aurait été facturée. Oui, parce que même chose pour nous, on n'a absolument aucune convention de mécénat de compétences avec les personnes avec qui on travaille. Enfin, avec qui on C'est travaille. pas obligatoire. Avec qui on collabore en échange. Alors, c'est vrai que ça, c'est pas du tout obligatoire, la convention de mécénat. Nous, on la recommande fortement pour prévenir tout malentendu, finalement. En fait, c'est toujours bien de mettre par écrit, même rapidement, ce sur quoi on est tombé d'accord, combien on échange, sur combien de temps, est-ce qu'il y a des contreparties ou pas de contreparties. Donc voilà, nous, on a des modèles de convention pour nos adhérents. C'est vrai que ça permet juste de sécuriser la démarche, donc on le recommande quand même. Oui, c'est normal, Anne. au début, on le fait un peu au feeling. Anne, est-ce que tu as une question complémentaire? Non, pardon, j'avais oublié d'enlever ma main. Pas de souci. Ok. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, Laetitia, je t'invite à nous partager ton retour d'expérience sur les engagements de Cedreo, pourquoi vous y êtes mis, comment vous l'avez fait, et puis les retours d'expérience aujourd'hui que vous avez et où est-ce que la direction que vous prenez aujourd'hui. Ok, pas de souci. Donc déjà, pour mettre un petit peu de contexte, donc Cedreo, nous, on est un éditeur de logiciels, on a notre quartier général à Saint-Herblain, mais on a aussi des collaborateurs qui sont aux États-Unis et en Allemagne. On est 42, donc oui, voilà, PME, je pense qu'on peut se mettre dans cette case-là. Et nous, chez nous, on a une démarche RSE qui est existante depuis déjà plusieurs années. Et donc, on a eu la certification Bicorp en 2020 et ça nous a vraiment permis de structurer nos actions et surtout de se dire, voilà, la RSE chez nous, c'est quoi? En fait, c'est un sujet stratégique, comme tous les autres sujets business. Donc, tout ce qui concerne notre RSE, on a la vision, les objectifs, les plans d'action qui découlent de tout ça. Et du coup, pour la vision, on est devenu entreprise à mission là l'été dernier. Et justement, notre mission, notre raison d'être, c'est développer les potentiels et améliorer les environnements de vie. Développer les potentiels, c'est aussi bien développer les potentiels des salariés, de nos clients
et nous aussi, les compétences qu'on a, nous, en tant que salariés, comment on peut les mettre à profit d'autres personnes, d'autres cas. Et comme tout sujet stratégique, c'est aussi un domaine pour lequel on a un budget. Donc, on a 1% du chiffre d'affaires de N-1 qui devient le budget RSE pour l'année. Et chaque salarié a 6 jours par an qu'il peut dédier, ce n'est pas une obligation, mais qu'il peut dédier justement à des actions RSE. Et donc, dans notre organisation, on a un pilier qui s'appelle communauté, community. Enfin, nous, on a tout en anglais, donc excusez-moi par avance pour les mots anglais ou les mauvaises traductions en français. Donc, territoire, on va dire, en fait, plutôt. Et c'est ce pilier-là qui va gérer les relations avec les écoles, les stages de 3e et aussi toutes les collaborations qu'on peut avoir avec des associations. Et donc, tout le mécénat. Et donc, au départ, on a commencé en 2020 par du mécénat financier. On avait demandé à chaque salarié, en fait, de proposer une association qui lui tenait à cœur, effectivement, qui pourrait être potentiellement une association à laquelle on pourrait donner, sachant qu'on s'était quand même donné des champs un peu spécifiques. On est plus sur toutes les associations qui vont plutôt être sur des champs d'insertion sociale et un petit peu environnement aussi, mais bon, c'est plus le pilier environnement du coup de la RSE qui gère ça chez nous. Et en 2020, on a soutenu 6 associations locales et une aux États-Unis parce que ça nous paraissait aussi important de pouvoir dupliquer dans les autres pays où on est implanté, en fait, que ce ne soit pas juste en France. Et ça tournait un peu. La première année, on était à 5 000 € de dons total, donc on est tout à fait dans les moyennes qu'on a vues tout à l'heure. Et en 2021, on a soutenu 4 associations ici en France, et puis vraiment, enfin, quand je dis local, c'est plus qu'en France, hein, c'est quand même plutôt dans le Pays de la Loire, et une aux États-Unis. Et en fait, on a voulu aller un petit peu plus loin que ça parce que finalement, ça se limitait à un virement. Et on voulait avoir des relations un petit peu plus concrètes en fait avec les associations qu'on soutenait. Et notamment quand on a fait un projet avec le pilier environnement avec de Mini Big Forest, où on a pris une demi-journée pour aller planter des arbres. En fait, les salariés, ils ont juste trouvé ça super parce que c'est un investissement qui est vraiment très concret. Et de là, on en est arrivé, peut-être que ce qui nous correspondrait le mieux, ce serait de faire du mécénat de compétences. Donc, on a commencé il y a 1 an tout juste. Et là, on a utilisé une autre méthode. On s'est dit, on va chercher un fichier d'association Nantes, parce que, Nantes et Aglo, parce qu'on voulait vraiment agir sur quelque chose de très local. Donc, on a eu beaucoup de mal à trouver un fichier à jour des associations. Ce n'était pas facile. On n'a pas eu tant que ça de réponses. On pensait qu'on allait être inondé de retours d'email. On dit, ils veulent aider, on y va, mais pas tant. Et nous, on a dû rencontrer 10 associations. La base de ces premiers rendez-vous, c'était de savoir quels sont vos besoins et pour pouvoir les faire matcher avec nous, les compétences qu'on peuvent avoir nos salariés, aussi bien dans leur métier ou compétences personnelles développées ailleurs. Du coup, on a retenu 6 associations et 12 salariés s'étaient positionnés en disant OK, moi j'ai du temps sur mes 6 jours, il m'en reste encore un petit peu, donc je veux bien participer. Donc les associations, donc il y a Permis de construire, qui est une association de réinsertion de personnes qui ont eu des jugements. Il y a article 1 demain.org, donc ça c'est plus sur de l'accompagnement d'étudiants, etc. Voilà, plusieurs associations comme ça. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des choses complètement différentes. Donc, il y avait beaucoup, pour la plupart, un accompagnement sur CV, lettre de motivation, simulation d'entretien. Pour 3 associations, c'était ça.
Les connexions, c'était complètement différent. Ils voulaient avoir une application pour gérer leur stock, etc. Donc là, c'était plus la partie, chez nous, produits. C'était sur aider en fait à faire des specs pour une appli. Et il y avait aussi les Restos du Cœur qui avaient un projet de création d'un bâtiment d'accueil. Et donc là, l'idée, c'était qu'ils aient une licence Cedréo, puisque donc, notre logiciel, il permet de modéliser des bâtiments en 3D. Et donc, voilà, d'avoir un accompagnement là-dessus. Au bout d'un an, aujourd'hui, il n'y a que 2 personnes sur les 12 qui ont réussi finalement à mettre leurs compétences au service d'associations. Et ça, nous, on n'a pas compris. Alors, on a essayé de l'analyser, de voir pourquoi, mais je pense qu'on a des temporalités qui sont assez différentes avec les associations. Et ce n'est pas vraiment facile de se caler sur permis de construire. Par exemple, on a commencé par une visite des locaux, donc on a déjà rencontré des pilotes, etc. Mais il n'y a pas eu d'accompagnement de pilote encore pour l'instant. Donc, nous, on est en attente, on est 3, parce que je fais partie de ces personnes-là, justement, prêtes à donner du temps pour ça. Et c'est du côté de l'association, finalement, alors pas que ça freine, mais que voilà, ça ne va pas aussi vite. Donc, on a un petit peu de frustration là-dessus. Et ce qu'on va faire pour les prochaines fois, c'est que plutôt de lancer un appel comme ça, un peu bouteille à la mer, auprès de plein d'associations, comme on a une très forte sensibilisation sur tous ces sujets-là des salariés par rapport à divers ateliers qu'on peut faire, ateliers d'automne, fraises du climat, des choses comme ça. Donc, on a une belle sensibilisation des salariés et que, au final, on se rend compte que dans notre vie personnelle, on peut rencontrer des associations qui rentrent toujours dans ce cadre réinsertion sociale, etc. Et que plutôt d'y aller plus petit, en fait. On a peut-être voulu aussi aller trop fort d'un coup et d'avoir des liens plus forts. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça, c'est l'échange et les liens qu'on peut avoir avec ces associations-là. Et là, depuis la rentrée, par exemple, eh ben, on a 2 nouvelles assos qu'il faut qu'on rencontre, qui font pour un resto avec des handicapés à Saint-Nazaire et pareil, c'est un autre qui est formateur maintenant. Enfin, il a eu des accidents physiques, il est handicapé maintenant et voilà, il a une force qui peut être très inspirante aussi, je pense, dans les entreprises, etc. Et voilà, c'est des personnes que des salariés ont rencontrées dehors du cadre du boulot. Et puis, on se dit, ah, mais ce serait vraiment super d'aider ces assos-là, pour lesquels on a déjà pas un pied dedans, mais voilà, où il y a déjà eu échange, discussion, parce qu'on a vraiment eu cette frustration-là, pour l'instant, avec les associations qui avaient été choisies et qu'on avait rencontrées. Donc, on va voir ce que ça va donner après, par la suite, tout ça. Par rapport au pourquoi que tu nous montrais tout à l'heure, Marion, faire du mécénat de compétences, alors nous, c'est vraiment basé sur notre raison d'être aussi, c'est que chez nous, ça permet aux salariés d'être vraiment acteurs de la raison d'être de l'entreprise et d'aider à développer les potentiels d'autres personnes. Donc, ça, c'est vraiment… et puis, sur quelque chose de concret. Ce qui n'empêche pas qu'on aura quand même toujours du don financier aussi en fin d'année, mais je pense qu'il sera moins important en termes de volume finalement que ce qu'il était, et pour prioriser et privilégier le mécénat de compétences. Et donc, je viens de découvrir que nous faisions aussi du mécénat en nature. Parce que dans nos bureaux, on a un espace qui était vide et qui du coup, on a mis à disposition de l'association des bureaux du cœur, ce qui leur permet de faire leurs réunions, etc., dans des endroits confort où ils peuvent accueillir du monde, etc. Donc voilà, ça c'est pareil, je pense quelque chose qu'on déclare nulle part. Mais bon, je reviendrai vers la compta dans pas longtemps. Donc voilà, il y a une vraie envie et puis il y a eu cette petite frustration parce que ça n'a pas été… on n'a pas eu le répondant escompté de la part des associations. Et en même temps, on se dit, c'est peut-être que c'est pas avec ces associations-là qu'il y a un match et il faut continuer à chercher. Donc là, voilà, on a essayé de trouver une autre façon de voir comment on pouvait
toucher d'autres associations. Donc, on va voir, ce sera le step 2 l'année prochaine, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des points sur lesquels vous voulez que j'aille un petit peu plus dans le détail? Dites-moi tout. Moi, j'ai une question, Laetitia, parce que je sais que pas mal d'entreprises se posent cette question, c'est mais si je mets des salariés à disposition, alors 6 jours par an, pour ce qui vous concerne, est-ce que je ne mets pas en péril ou en questionnement finalement l'activité même de l'entreprise? Comment ce retour sur investissement se réalise et moins indolore que ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce que ça apporte Alors, aux salariés? oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, nous, la RSE, c'est vraiment un axe stratégique chez nous. Donc, c'est pas à défaut, entre guillemets, d'autre chose, puisque ça fait partie de nos missions si on l'accepte, parce que c'est pas obligatoire. J'ai pas les chiffres là pour cette année, mais en 2021, sur l'ensemble des salariés, il y avait 75% des gens, enfin, sur le 100%, la totalité des salariés, 6 jours, ça fait 100%. Voilà, on était à 70-72% d'utilisation de ces jours-là. Donc, une belle mobilisation en interne. Et voilà, en 2020, justement, l'objectif stratégique, c'était être certifié Bicorp. Là, en 2022, c'était devenir entreprise à mission. Bon, là, on a la recertification Bicorp qui arrive. Mais c'est vraiment aidant, ces labels aussi pour voilà, structurer sa démarche et voir vraiment vers quoi on veut aller. Et oui, c'est aussi à un moment donné, alors pas que au chef d'entreprise, mais il faut forcément que le chef d'entreprise il soit aussi OK avec ça parce que oui, ça. Alors nous, on n'a vraiment pas le sentiment que ce soit au détriment d'autres choses, d'un autre boulot. Et nous, dans notre vision aussi à plus long terme, on a vraiment envie d'être un facilitateur en termes de démarche RSE pour les autres entreprises. Enfin, on partage beaucoup nos expériences et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Ça fait partie pour nous des choses toujours pareilles pour développer les potentiels et essayer d'aller plus loin et d'être moteur et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se lancent là-dedans parce que pour nous, on a quand même une forte croissance qui est pas dégueulasse, comme on dit. Et ça fait partie du jeu. Enfin, on n'imagine pas pouvoir avoir une bonne croissance si on n'est pas dans un écosystème qui est sain. Et donc, il faut qu'on participe à rendre cet écosystème le plus sain possible. Donc, voilà, c'est très politique, très stratégique et on a la chance ou pas de travailler dans des entreprises qui prennent ça vraiment au sérieux. Mais voilà, ici, nous, on ne se pose pas vraiment la question, en fait. Laetitia, est-ce que tu pourrais même aller jusqu'à dire que votre engagement RSE qui fait partie de votre raison d'être a un impact finalement sur le turnover, sur la fidélisation des équipes au sein de votre entreprise? Alors ça, c'est sûr. Il y a toutes ces actions-là, parce que souvent aussi, on nous demande quel impact sur le business. Alors là, pour le coup, aucun, parce qu'effectivement, nous, nos clients, c'est des constructeurs de maisons et ils sont pas dans le secteur le plus sympa en termes d'énergie, d'environnement, etc. Ce qui ne nous empêche pas de nous proposer des fonctionnalités dans le logiciel pour faciliter ça, par exemple. Mais du coup, je me suis perdue par rapport à ta question. C'était au Oui, niveau de et l'impact. nous, les avantages, ouais, voilà, les avantages, c'est vraiment ça. Donc, il n'y a quasiment pas de turnover, en fait, chez nous. On ne sait pas encore vraiment mesurer si c'est un point d'attrait pour des futurs collaborateurs, même si nous, en général, on fait attention à ce qu'il y ait une certaine sensibilité en amont pendant le recrutement sur ces questions-là. À profil équivalent, quelqu'un qui va avoir une sensibilisation plus RSE plus importante que l'autre, ça va faire la différence clairement. Donc oui, en termes de fidélisation, en termes d'image,
Et surtout, la volonté, c'est vraiment faire avancer les choses, en fait, clairement. C'est super intéressant, Laetitia, ton témoignage. C'est très révélateur de plein de choses que nous, on entend aussi à différentes échelles, différentes tailles d'entreprises. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent, comme toi, on n'a plus envie de faire un chèque et puis de ne pas avoir de lien avec l'association. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. Maintenant, l'entreprise, et heureusement, elle a envie de s'impliquer et de vraiment nouer des liens avec les entreprises qu'elle soutient. Sur la partie frustration que tu ressens, parce que finalement, les assos, elles ne sont pas si réactives. En fait, ça m'étonne qu'à moitié, parce qu'il y a un petit écueil parfois dans le mécénat de compétences, c'est que les entreprises, elles ont envie à tout prix d'y aller, mais il faut aussi que ça réponde à un vrai besoin dans l'asso. Et en fait, c'est à l'association de trouver quel est son besoin, de quelles compétences elle a besoin exactement. Et en fait, souvent, les assos, elles sont tellement débordées, elles sont déjà un peu sous l'eau, elles ont un peu du mal à dézoomer, à se dire, ah ok, on a vraiment besoin de quelqu'un sur 6 mois, sur cette tâche-là. Et donc finalement, parfois, elles se retrouvent à avoir des collaborateurs qui viennent chez elles et elles savent pas trop, ils sont un peu dans leurs pattes, savent pas trop comment faire. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faut être attentif, de se dire, attention, je suis une entreprise, j'ai plein de bonnes volontés, mais il faut d'abord que je vois en fait à quoi je vais servir dans l'association. Et donc ça, c'est à l'association aussi de faire ce travail-là, de se dire, bon, bah, les premières rencontres étaient basées là-dessus, hein, de recenser les besoins pour voir si voilà, ça pouvait matcher. Mais je crois vraiment que c'est une question de temporalité aussi, vraiment. Et comme tu dis, ils ont leurs enjeux. Alors, ils ne sont jamais contre un coup de main, mais et puis nous, on est en plus en mode très agile, Startup Nation. Donc, voilà, on aime bien quand ça va vite, etc. Donc, je pense que ça vient aussi de ça, vraiment une question de temporalité. Et moi, par exemple, avec Permis de construire, je pense que sur le long terme, c'est une association avec laquelle on va pouvoir vraiment travailler. Mais effectivement, là, en ce moment, ils n'avaient pas de pilote qui avait besoin d'être accompagné. Bon, en plus, c'était pendant l'été, etc. Mais ils savent qu'ils peuvent nous contacter et qu'on peut être ressource en cas de besoin, quoi. Mais si on ne s'engage pas avec d'autres associations entre-temps, voilà, c'est aussi ça après à gérer. Et aussi sur l'équilibre entre mécénat financier et mécénat de compétences, nous, ce que nous disent aussi la plupart des assos, c'est que quand même, leur premier besoin, c'est des besoins d'argent. Hein. Faut pas se mentir, une asso, elle a quand même aussi beaucoup besoin d'argent. Donc, il faut aussi être à l'écoute. C'est super de faire du mécénat de compétences et elles en ont besoin. Mais parfois, il faut aussi voir où est-ce qu'on est le plus utile. Et parfois, elles ont aussi besoin de financement. Donc, ça dépend un peu. Mais je comprends que vous, ça répond moins à votre enjeu d'implication aussi des salariés. Et on ne se refuse pas dans les dons financiers, que ce soit des associations pour lesquelles on est déjà en collaboration sur du mécénat de compétences. Ça peut faire double. Et je vois que Parce qu'on Anne... constate beaucoup, en fait, le développement du mécénat, plurimécénat, en fait, où souvent il y a du mécénat financier et du mécénat de compétences, parce que c'est vraiment complémentaire. Oui, Anne, tu as une question, effectivement. Et ton micro est coupé, Anne. Oui, c'est plutôt une question d'ordre général, donc peut-être qu'il y a d'autres questions spécifiques pour Laetitia avant. Non, pas de souci, on prendra au fil de l'eau, Anne. En fait, en vous écoutant, je me demandais, on a parlé évidemment des entreprises, mais on parle aussi de l'apport croisé entre les entreprises et les associations. Et du coup, je me demandais si une association d'utilité publique, une grosse, on va dire, peut elle-même faire du mécénat, alors plutôt du mécénat de compétences pour le coup. Parce que une association qui travaille sur la fragilité, sur le handicap, a sans doute quelque chose à apporter à d'autres associations, voire à des entreprises. Tout à fait. En fait, tout le monde tout le monde a des compétences qu'elle peut partager. Ça s'appelle du pro bono, mais ça sera pas forcément du mécénat. En fait, quand on appelle mécénat, c'est qu'il y a une possibilité de défiscalisation. Là, dans le cas de celui dont tu parles, une asso dont les salariés vont peut-être aller donner un coup de pouce à une autre asso ou à une université, n'importe quoi. Je pense que c'est possible, mais ça sera pas dans le cadre, en tout cas, fiscal et juridique du mécénat, mais ça peut tout à fait se faire à travers des conventions de partenariat, autre chose. C'est juste que ça ne s'appellera pas du mécénat.
D'accord, merci. Est-ce que Anne-Lise, Mélanie, Émilie, peut-être, vous avez des questions ou des réactions même, des partages que vous souhaitez nous faire? Bah, moi, c'était plutôt une réaction, justement, je trouvais, par rapport à votre question, Fanny, est-ce que ça peut nuire un peu au fonctionnement quotidien? Dans la mesure où c'est budgété au départ, ça, je trouve ça très intéressant, du coup, de mettre 1% comme ça, de façon systématique. Là, au moins, c'est encadré, et du coup, il n'y a pas de doute possible sur des déséquilibres ou quoi. Il y a un cadre qui est posé au départ. Et ça solidifie, j'ai l'impression, votre démarche qui est déjà bien encadrée. C'est ça, Laetitia? Oui, Hein? oui. Et puis, c'est vraiment partir du principe que si on gère cette partie-là comme tout le reste de ce qu'on fait dans l'entreprise, c'est la base, en fait. Un budget, une vision, des objectifs, des plans d'action, et on déroule. Et on se dit, mais pourquoi on n'utiliserait pas les mêmes méthodes sur ces actions-là? Et franchement, ça fonctionne assez bien. Donc après, nous, il y a 5 piliers différents, et on a une synchro toutes les 3 semaines de 3 quarts d'heure sur vous en êtes où sur chacune des actions, sur chacun des piliers. Bon, après, c'est vrai que les personnes qui sont leaders de piliers, c'est un petit peu plus de 6 jours par an, soyons honnêtes. C'est de l'engagement bénévole, du coup, vraiment personnel, là. Ça reste Vous sur le temps prenez de un peu sur le temps de travail. travail. Ouais. Ouais, voilà, ça reste sur le temps de travail, mais c'est aussi hyper intéressant parce que ces leaders de piliers, aujourd'hui, il y a 0 manager leader de piliers. Donc, ça permet à ces personnes-là aussi de monter en compétence sur tout ce qui est gestion de projet, management de projet, qui n'est pas forcément quelque chose qu'ils ont au quotidien dans leur travail et qui leur permet de voir aussi un petit peu autre chose et d'avoir d'autres compétences à terme, notamment en gestion de projet. D'accord, ouais. Oui, c'est des avantages connexes, quoi. C'est vraiment très intéressant ton témoignage, Laetitia, et surtout sur le mécénat de compétences, parce que ça fait écho un petit peu avec les questions, les interrogations qu'on mène au sein de la Fondation territoriale. Et on a, sur le mécénat de compétences, on a la volonté de permettre aux entreprises de mettre un pied dedans en leur donnant justement les moyens, les opportunités avec des actions qui sont plutôt des one-shot et qui puissent se faire rapidement et concrètement. Parce que effectivement, Ça, au départ, de toute façon, c'est ce qui fonctionne et ce qui peut permettre d'aller sur des actions sur une plus longue durée, une plus longue haleine aussi, et de plus d'investissement. Mais commencer par du one-shot comme ça, je pense que c'est vraiment un bon tremplin. Et nous, c'était un peu ça avec Midi Big Forest. Après la matinée à planter des arbres, on était là, mais on recommence quand? C'était trop bien. On avait l'impression vraiment d'être futile et tout. Donc, c'est des beaux tremplins de commencer comme ça, ouais. on l'a proposé, Émilie a un exemple, elle le disait en introduction, elle s'est engagée en tant qu'instructeur pour aller rencontrer une des associations lauréates, donc faire du lien sur un rendez-vous d'1 heure. Et puis on va proposer aussi des ateliers de co-développement aux associations qui veulent se challenger sur leur stratégie de communication, stratégie de mécénat, modèle économique global. Donc 1 fois par mois, on va proposer un atelier de co-dev et donc à 5-6 personnes d'entreprise qui veulent y participer. Et puis pour aller encore plus loin, on est en train de réfléchir et monter une expérimentation sur un agrégateur de mécénat de compétences. C'est un gros mot, mais c'est parce qu'il existe des plateformes d'engagement, mais qui sont plutôt accessibles aux grandes entreprises, qui sont des intermédiaires, mais qui ne sont pas accessibles financièrement à une PME, puisque le coût avoisine les 5 000 € par an. Donc, ça représente le budget annuel du don qu'on va faire aux associations. Donc, on n'a pas envie de modifier ce modèle-là. Donc, nous, l'enjeu, c'est que ce soit accessible, donc gratuit pour les PME et les TPE, et que surtout, ce ne soit pas chronophage non plus pour les associations qui sont à l'heure actuelle obligées de s'inscrire sur chacune de ces plateformes intermédiaires. Et donc, on aurait une seule porte d'entrée. Et le dernier point important, c'est que on veut être aussi le facilitateur au milieu qui va prendre le temps avec les entreprises de savoir c'est quoi les compétences que vous souhaitez mettre à disposition, de faire la même chose avec les associations et d'aider au matching pour accompagner en fait la mise en place et le suivi dans la durée. Parce que en fait, côté entreprise, on a envie de le faire, mais on a envie que ce soit concret et que ça avance. Et côté association, comme vous le disiez tout de suite, la tête dans le guidon ou autre, et donc ils ont besoin de quelqu'un d'intermédiaire, en fait. Il y a besoin du facilitateur pour le mettre en place parce que les volontés côté entreprise comme association, elles sont là.
Mm. Et du coup, peut-être pour compléter par rapport à ça, Laetitia, est-ce que comment s'est passé exactement justement la mise en lien, le matching par rapport à cette association, du coup, qui n'a pas la même temporalité que vous, à partir du moment où vous avez lancé votre appel un peu comme ça, une bouteille à la mer, il y a un certain nombre d'associations qui ont répondu présentes, et après, Et ben voilà, donc il y on a eu a un rendez-vous. Voilà, on a rencontré 10 associations sur la base d'un rendez-vous d'1 heure pour qu'elles puissent nous expliquer quel était l'objet déjà de leur association et sur quel type de mission elles avaient des besoins. Du coup, sur les 10 associations, il y en a 4 où nous, on n'avait personne en interne qui pouvait aider sur leurs problématiques. Donc, on n'a pas continué à aller plus loin avec elles. Et du coup, nous, après, on a proposé à nos salariés, on avait fait une fiche par association avec les liens vers les sites, etc. Et bien expliquer les besoins qu'il pouvait y avoir. Et donc, chaque salarié s'est positionné comme ça. Et c'était quand même assez intéressant parce qu'il y avait des besoins complètement différents. Ça pouvait aller de l'aide sur de la com, de l'accompagnement de des personnes qu'ils accompagnent, une licence du logiciel. Et on avait trouvé ça hyper intéressant aussi de garder des choses qui soient complètement différentes pour que nous, nos salariés, puissent trouver ce qui leur correspond le mieux aussi, quoi. Mais c'est vrai que, alors moi, j'en ai pas fait ces premiers rendez-vous avec les assos, mais voilà, c'était vraiment axé sur présentation et quels besoins pour voir si nous, on pouvait les aider là-dessus ou pas. Et l'association, elle avait bien en tête votre cœur de métier, où elle est allée même sur des choses très, très exotiques par rapport à ce que vous Oui, si on prend l'exemple de permis de construire, donc il y a de l'accompagnement de pilote, mais il nous avait parlé aussi justement de revoir toute leur com. Et donc ça, c'était plus de ma partie du coup, puisque c'est mon métier. Et moi, j'aurais dit, oui, c'est quelque chose qui est envisageable de pouvoir se faire quelques ateliers où voilà, on regarde vos problématiques, on essaie d'y répondre, on construit les plans d'action et voilà, être plus sur du conseil finalement de com. Et sur ce sujet-là, ce sujet-là n'est jamais revenu sur le tapis dans les différents échanges qu'on a eus avec l'association. Donc, on n'est pas allé non plus les chercher. Enfin, au bout d'un moment, on se dit que ce n'est pas forcément à nous, en tant qu'entreprise, d'aller relancer les associations. Et au fait, on est là, vous nous avez oubliés. Pour le coup, je connais bien cette association et en fait, ils ont mis en place un mécénat de compétences avec une agence de com. Donc voilà, pour la petite histoire. Ah, voilà, donc ils ont réussi à résoudre leurs soucis. Parfait. Ouais, non, mais tant mieux. Mais bon. Ok, super. Est-ce qu'il reste des dernières questions? Je vois l'heure qui tourne, c'est pour ça que j'ai remis le PowerPoint un petit peu de la fin. Je voudrais vous libérer à l'heure. Donc, s'il y a une dernière question, n'hésitez pas. Sinon, Marion, En si tu fait, veux. excusez-moi, Oui, je vais bien être sûr. obligée de vous laisser. C'est Anne. Merci beaucoup pour cette réunion qui était à la fois riche d'enseignements et d'exemples concrets. Donc, ça rend tout à fait accessible à tous le mécénat. Merci beaucoup. Et puis, est-ce qu'on aura le support? Oui, complètement. Génial. Eh bien, merci, au plaisir de vous rencontrer dans ce cadre-là ou dans un autre autour de la RSE. À bientôt. Bonne journée, Anne. Au revoir. Marion, est-ce que tu veux conclure? Oui, je peux juste vous donner quelques petits tips si vous voulez aller plus loin. Donc, Admical, comme je vous le disais en introduction, on fait des formations. Il y en a une qui est un peu la formation de base pour les mécènes, qui s'appelle Mécène, maîtriser les principes de base pour réussir le pilotage d'un mécénat d'entreprise. Voilà, donc ça peut être une première façon de faire une formation pour se lancer dans le mécénat. Comme je vous le disais aussi, il y a la restitution du baromètre du mécénat d'entreprise. C'est le 24 novembre de 11h à 12h30 sur Zoom. Donc, vous aurez
vous aurez le lien d'inscription si vous voulez la suivre. Et puis voilà, puis si jamais vous voulez plus d'informations sur à la fois nos formations ou notre réseau d'adhérents, évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Sachez aussi qu'on a une offre d'accompagnement juridique dédiée parce qu'on a des juristes en interne. Donc, si jamais vous buguez sur un problème juridique ou fiscal, on peut débloquer, vous aider. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et en tout cas, j'étais moi ravie de pouvoir faire votre connaissance et puis entendre le témoignage de Laetitia, c'était très chouette. Merci beaucoup Marion, merci beaucoup Laetitia. Effectivement, c'était Avec vraiment plaisir. fabuleux d'avoir ton témoignage, c'est vraiment très, très concret. Et du coup, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui a lieu le 22 novembre et qui sera cette fois-ci sur mécénat et RSE avec notre partenaire Les Entreprises pour la Cité et en témoignage d'entreprise Gilles Delarose, dirigeant de Happy Babies. Merci Fanny. Très beau choix d'intervenant. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.